Bien, bonjour à tous. Je crois que nous sommes en ligne pour démarrer ce webinaire organisé par l'Union des Français d'étrangers, que je remercie au passage, et consacré à vos investissements, consacré à l'investissement propre aux expatriés, à ceux qui sont loin et qui, dans ce contexte un peu particulier, économique, démographique, global, on va dire macroéconomique, aujourd'hui sont en droit de se poser des questions de savoir où placer leur argent. Alors, on va parler immobilier, on va parler immobilier spécifique, c'est-à-dire comment investir intelligemment dans l'immobilier, et on va donc évoquer la nue propriété. Je vais vous parler, vous présenter ce type d'investissement dans un premier temps, et puis ensuite, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. J'aurai l'occasion de pouvoir évidemment répondre au maximum de questions si vous en avez pendant ce webinaire. Et si je ne peux pas répondre à toutes les questions, je pourrai y répondre, ne vous inquiétez pas, dans un deuxième temps par mail. Alors, la nue propriété, quand on pense investissement en immobilier, la première chose évidemment auquel on pense, c'est l'investissement en classique, le traditionnel, c'est l'investissement locatif. J'achète un bien immobilier, je mets un locataire et je perçois mon loyer. Alors, ça peut être effectivement évidemment très malin de le faire, hein, c'est on emprunte, on achète un bien, on met un locataire, mais on a constaté quand même ces dernières années que ça avait ses limites. Ça avait ses limites d'abord à travers les différents risques locatifs propres à ce type de format, c'est-à-dire le fait qu'il faille changer les locataires, le fait que certains locataires peuvent ne pas payer leur loyer. Donc ça, c'est des risques vraiment très proches, très propres à l'investissement locatif, à la location elle-même. Mais en plus de cela, avec l'augmentation immobilière de ces dernières années, on a vu les rendements diminuer de façon drastique, hein, que ce soit le recul des loyers quand on le met en perspective avec l'inflation, que ce soit les charges, tous les coûts parallèles qui incombent aux propriétaires. Je pense à la taxe foncière, je pense aux charges de copropriété qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Et puis ensuite, une fois que vous avez enfin votre loyer, la fiscalité qui s'applique sur ce revenu foncier. Et là aussi, on a vu une fiscalité qui n'a cessé de croître ces dernières années. On a vu la tranche allière, le taux marginal d'imposition qui va jusqu'à 45%, la CSG-CRDS qui s'ajoute à ça et qui a augmenté jusqu'à 17,2%, etc., etc. Donc, quand vous cumulez tout ça, par rapport à un loyer, à une idée de départ locatif que l'on se fait et ce qu'on va percevoir à la fin, en y ayant passé en plus du temps et de l'énergie. Sinon, vous avez laissé ça à quelqu'un pour le gérer, et du coup, vous allez aussi payer, ça aggravera votre rendement. Quand on prend tout ça cumulé, effectivement, la question se pose de pouvoir trouver une solution meilleure. Je vous ai mis un exemple là très, très simple. Imaginez un bien que vous achetez à 600 000 euros, vous fixez un loyer de 3,5% brut, soit 21 000 euros de loyer annuel. Une fois que vous avez retiré tous les coûts qui vous incombent, grosso modo, en moyenne 20%, c'est une fois qu'on a pris les assurances, les charges de copro, les travaux éventuels à faire sur la durée dans le bien, la taxe foncière, etc. On déduit ça. Si vous êtes imposé, ce que vous êtes pour la majorité d'entre vous en tant qu'expatriés en Europe, à un IR de 20%, plus le prélèvement de solidarité, vous retirez ça de nouveau en imposition, il vous reste 12 180 euros sur les 21 000. Et si en plus vous êtes à l'IFI, sur la tranche la plus basse, vous allez perdre 4 200 euros supplémentaires, ce qui fait que sur un loyer de départ de 21 000 euros brut, vous allez en réalité percevoir un petit peu moins de 8 000 euros, soit un rendement net de 1,33%. Donc évidemment, ça pose question et on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir, d'acheter de l'immobilier, de gérer un locataire pour finalement avoir un rendement si faible? Alors, il y a un moyen de prendre ces performances locatives sans tous les inconvénients qui vont avec le locatif. Ça s'appelle la nue propriété. Ça s'appelle investir en nue propriété. Alors, quel est le principe de l'investissement en nue propriété? C'est très simple.
Vous achetez un bien immobilier, un appartement, une maison, quel qu'il soit, n'importe quel type d'actif immobilier, et vous achetez ce bien avec un vendeur qui vous dit: «Monsieur, madame, je vais être votre locataire d'une certaine manière, je vais continuer à occuper le bien un certain temps». On va fixer cette durée entre 10 et 25 ans. On peut faire moins de 10 ans, si on peut faire 5 ans, on peut, allez, on va dire entre 5 et 25 ans. Euh, Prenons un exemple à 15 ans. Je garde le bien 15 années, vous allez m'acheter le bien, vous allez vous investir, acheter le bien et laisser la personne 15 ans dans le bien. Et ces 15 années vont être prépayées immédiatement par le vendeur. On va fixer le loyer du bien et le vendeur vous dit, dans les 15 années, au lieu que vous payiez chaque année un loyer, je vais prendre cette masse de loyer et je vais vous la payer sous forme de réduction de prix. Mon bien vaut 500 000 euros, je vais l'occuper 15 années. Ces 15 années, ça vaut 180 000 euros. 500 000 moins 180 000 euros, vous m'achetez ce bien 320 000 euros. Voilà, c'est aussi simple, c'est bête comme chou, hein, c'est ça le principe. Le principe juridiquement, c'est quoi? Il n'y a pas de bail qui est mis en place avec cet occupant. Ce n'est pas un bail classique locatif. C'est le principe juridique du démembrement de propriété. Lorsqu'on détient un bien en France en pleine propriété, cette pleine propriété se décompose de deux droits, la nue propriété et l'usufruit. Et là, ce qui va se passer, c'est que le vendeur va vendre la nue propriété du bien et conserver un usufruit temporaire, donc un certain nombre d'années fixe. Et au terme de cet usufruit, le bien est ce qu'on appelle remembré et le nu propriétaire, c'est-à-dire vous, acheteur, vous récupérez le bien en pleine propriété. Comment est-ce qu'on valorise cet usufruit? Eh bien, économiquement. C'est là où la chose est maligne, c'est qu'on part du loyer du bien. Ce n'est pas des barèmes fiscaux, ce n'est pas ce qu'on peut voir lorsqu'on pense au démembrement de propriété. Beaucoup de parents peuvent donner la propriété de leur bien à leurs enfants. Là, on part de barèmes fiscaux, il n'y a pas de logique économique. Lorsqu'on investit en une propriété, là, il y a une vraie logique économique, c'est de dire le temps que je laisse à l'occupant, à l'usufruitier, ben, je le valorise à partir du loyer. C'est comme s'il me payait un loyer. Donc, on va fixer le loyer du bien. Si c'est un petit 2 pièces à Paris ou si c'est une maison dans le sud, on va fixer le loyer de marché du bien. On va l'indexer sur la période. Ça veut dire quoi indexer? Ça veut dire que si je laisse 15 ans le bien à mon vendeur, je vais faire augmenter le loyer qu'on a fixé au départ d'1,5% par an. Hein, et c'est cette masse de loyer que je vais actualiser des flux futurs en considérant que percevoir 1 000 euros aujourd'hui ou 1 000 euros dans 10 ans, mais ils n'ont pas tout à fait la même valeur. Donc, je ramène cette valeur à aujourd'hui et je déduis tout de suite le ratio de charge qui incombe traditionnellement aux propriétaires, ce qui fait que je n'aurai rien à régler pendant toute la durée du usufruit. Une fois que j'ai cette masse de loyer, valeur économique, je déduis cette valeur de la valeur du bien et ça va faire mon prix d'acquisition. Donc, je suis bien réglé immédiatement, sonnant et trébuchant, de 100% des loyers sous forme de réduction de prix. Deux cas de figure peuvent se produire, puisque la majorité des biens qu'on va proposer sont détenus en usufruit par des seniors. Ces seniors qui ont, parce qu'ils sont seniors, deux cas de figure peuvent se produire. Le premier, c'est qu'il y a un décès prématuré pendant cet usufruit qu'ils ont conservé. Dans ce cas de figure-là, on va voir ce qui se passe. Deuxième cas de figure, c'est qu'ils souhaitent rester un peu plus longtemps que prévu par rapport au délai qui a été déterminé au départ. Premier cas de figure, décès prématuré. On est parti sur 15 ans. On a été prépayé sous forme de réduction de prix pour ces 15 années. Et il se trouve que l'occupant décède au bout de 10 ans. Le bien, que va-t-il se passer? Juridiquement parlant, l'usufruit s'éteint. Et vous êtes mécaniquement, automatiquement, juridiquement, immédiatement, plein propriétaire du bien au moment du décès. Donc, il y a décès au bout de 10 ans, par exemple, les 5 années auxquelles avait droit encore l'occupant n'ont plus lieu d'être. Vous allez récupérer le bien 5 ans plus tôt. Et à ce moment-là, vous allez restituer la valeur résiduelle des 5 années auxquelles avait droit le vendeur et qui vous a prépayé sous forme de réduction de prix. Mais sur cette valeur, on abat, vous allez garder un tiers de la valeur. On abat un tiers
minimum 33% de cette valeur, ce qui fait, dit autrement, mécaniquement augmenter la rentabilité de l'opération, puisque vous allez avoir la décote qui correspond aux 10 ans d'occupation, plus un tiers de la valeur résiduelle que vous conservez. Deuxième cas de figure, au bout des 15 années, le senior souhaite prolonger son bail. Alors, il faut savoir qu'il aura, dans ce cas-là, à minima 92-93 ans. Hein, il n'aura jamais moins. Et là, il souhaite prolonger un peu son bail dans le bien. Il peut le faire. Dans ces cas-là, vous êtes couvert par une assurance par Allianz, qui est notre partenaire exclusif sur ce contrat, hein, ce qu'on appelle le contrat Monetivia. Et cette alliance va vous verser tous les mois, automatiquement, au bout des 15 années, si le bien n'est pas libéré, une indemnité mensuelle qui vous est versée et qui est calculée de telle sorte qu'elle protège la rentabilité de l'opération. Ça protège le TRI. Donc, vous avez laissé le bien 15 années, vous devez le récupérer, vous ne le récupérez pas parce que le senior souhaite rester encore un peu plus longtemps dans le bien. À ce moment-là, ça ne change rien pour vous. Vous êtes assuré d'avoir de toute façon un revenu au bout des 15 ans, soit parce que vous avez récupéré le bien, soit parce que vous ne le récupérez pas, le senior reste dans le bien. Et là, c'est l'assurance qui prend le relais et qui vous verse une indemnité tant que le bien est occupé. 6 mois, 5 ans, 10 ans, vous percevez cette indemnité mensuelle. Donc, en résumé, un démembrement temporaire, vous achetez la nue propriété, vous laissez un usufruit temporaire à votre vendeur qui a une valeur économique, hein, c'est la décote dont vous bénéficiez sur le bien. Ça se finit plus tôt, et ben votre TRI augmente mécaniquement et vous êtes assuré d'avoir de toute façon une décote minimum de 15% si jamais il y avait, la vie faisait qu'il y avait décès, récupération du bien la première année. À ce moment-là, vous êtes assuré d'avoir minimum 15% de décote, eu égard à l'abattement qu'on appliquera sur la valeur résiduelle de l'usufruit. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, si ça finit un peu plus tard, à ce moment-là, vous avez un revenu mensuel, vous le savez à date, parce que Allianz protège votre TRI avec cette indemnité qui vous est versée tous les mois. Donc, vous l'avez bien compris, investir en nue propriété, c'est une manière de protéger son capital tout en prenant la performance du locatif. Donc, on a un couple rendement-risque optimisé. Quels sont tous les avantages de ce type d'investissement? Le premier des avantages, c'est de percevoir la totalité des loyers nets d'impôts sous forme de réduction de prix. C'est parce que vous les percevez sous forme de réduction de prix, en décote, que vous n'allez payer zéro impôt sur cette décote et que vous n'êtes pas assujetti au risque locatif, puisque vous avez été payé de 100% des loyers immédiatement. Comme je l'ai dit, ils ne sont pas fiscalisés. Hein. Cette décote, lorsque vous allez revendre le bien, si vous achetez un bien, comme mis sur ce slide, 1 million d'euros, qui a une valeur de marché d'1 million d'euros, vous l'achetez à 650 000 euros parce que vous avez laissé 15 années à votre occupant, à votre vendeur, 15 années dans le bien, soit une décote de 35%, équivalent de 350 000 euros. Vous achetez donc le bien 650 000 euros. Lorsque vous allez récupérer le bien, et si vous souhaitez le revendre, pour le calcul de la plus-value, le fisc va retenir comme prix de revient 1 million d'euros, et non pas 650 000 euros que vous aurez décaissé. C'est 1 million d'euros que retient le fisc, dit autrement, la décote est totalement défiscalisée. Elle est 100% dans votre poche. Autre avantage, pendant toute la durée de l'usufruit, toute la durée d'occupation du bien, la taxe foncière et les charges de copropriété sont réglées par l'usufruitier pendant toute la durée d'usufruit. Donc ça, vous n'avez pas de flux, vous n'avez pas de coûts supplémentaires à injecter ou de flux pendant toutes ces années d'usufruit. Si vous étiez propriétaire et que vous faisiez du locatif, la taxe foncière et une partie des charges, c'est vous qui payez. Là, vous n'avez rien à payer, tout reste à la charge de l'usufruitier. Vous ne conservez, vous, que ce qu'on appelle l'article 606, les grosses réparations éventuelles, mais qui se réduisent à ce qu'on appelle la structure et la toiture, l'enveloppe, hein, le contenant, on va dire,
c'est-à-dire, en gros, le bâti toiture. Hein. Un exemple, un ravalement de façade, par exemple, ça, c'est pour l'usufruitier. Et ce n'est pas pour vous, nu propriétaire. Autre avantage encore, il y en a beaucoup. Un autre avantage, c'est les frais de notaire, les droits de mutation. Au lieu de les payer, si vous faites du locatif traditionnel, vous allez les payer dans l'exemple là sur 1 million d'euros, sur la valeur du vénal, hein, du bien. L'assiette, c'est la valeur du bien. Quand on achète en nue propriété, l'assiette pour calculer les droits de mutation, communément les frais de notaire, c'est la valeur de la nue propriété fiscale. Donc là, on prend peu ou prou la valeur de la nue propriété. Et là, vous avez un gain immédiat. Hein, au lieu de payer des droits de 7, 7,5% sur 1 million, vous allez payer 7, 7,5% de la valeur de la nue propriété. Donc, vous gagnez 7,5% de la décote, ce qui correspond peu ou prou à un an et demi de loyer net, rien qu'en gain de frais de notaire. Et puis, évidemment, quand on est loin, quand on est expatrié, quand on n'a pas du tout envie de gérer des sujets de location, de locataires, et faire de la micro-gestion, évidemment, on n'a aucun souci de gestion dans ce type d'investissement, puisque voilà, vous avez quelqu'un qui est dans le bien, qui reste, qu'il ne faut pas remplacer, qui est attaché au bien, hein, puisque c'était l'ancien propriétaire, il a voulu y rester. Donc, évidemment que c'est rassurant pour l'acheteur. Donc, en résumé, vous avez à la fois la sécurité par le fait que vous avez une décote, vous achetez un bien avec une forte décote, un actif tangible de la pierre, avec une forte décote, et en même temps la performance, parce que cette décote, elle correspond aux loyers qui vous sont prépayés. Donc, vous avez la performance du locatif sans tous les inconvénients et sans le risque locatif. De surcroît, en achetant en nue propriété, vous avez un effet de levier extraordinaire sur l'évolution du marché, puisque si vous achetez 60, un bien qui vaut 100, l'évolution du marché, évidemment, elle se fait sur les 100. Donc, si le bien passe à 120, il a pris 20%, et vous, par rapport à votre investissement, vous avez pris 33%, en réalité, par rapport aux 60 que vous avez mis, hein, plus 20 sur 60 que vous avez investi. Donc, vous avez un vrai effet de levier sur ce type d'investissement. Donc, minimum de risque et maximum de performance en investissant sous ce format-là. Ce qu'il faut retenir, un actif tangible, vous achetez un appartement, vous achetez de la pierre, vous achetez un actif, une maison, un bien en direct chez le notaire, c'est votre actif, c'est vous qui l'achetez. Avec des cotes, ce qui correspond aux loyers qui vous sont garantis. C'est quasiment un produit à capital garanti, parce qu'avant que votre capital soit impacté, il faut que la valeur du bien ait perdu toute la valeur de la décote. Donc, si ça devait arriver, c'est que effectivement, vos copains auront déjà, eux, perdu beaucoup d'argent avant que vous commenciez à être impacté. Et puis, vous percevez toute la performance. 100% de la performance est perçue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de gestion, comme quand on investit dans un fonds, quand on fait j'en sais rien, du PER ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas des frais de gestion qui vous sont pris chaque année. Vous prenez toute la performance de l'immobilier en détenant l'actif. Ce qu'il faut, en revanche, bien avoir en tête, c'est que quand on investit en nue propriété, on investit sur le long terme. Il ne faut surtout pas faire de l'investissement, ce type d'investissement, si on souhaite récupérer le bien dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Surtout pas. C'est pure constitution de patrimoine. Je place mon argent de façon sécurisée dans la pierre, qui me capitalise en fait et qui me crée de la performance sur la durée. Je vous ai mis un cas pratique pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc, il y a tout type de biens qui peuvent se faire, qui peuvent se proposer. Ici, là, je vous ai mis un bien qui a été vendu dans le 10e arrondissement, 130 mètres carrés à Paris, avec un usufruit de 15 ans. Le loyer au mètre carré a été fixé à 32,50 €, indexé à 1,5, comme je vous l'avais dit. Donc, on fait augmenter ce loyer de 1,5% par an. Vous voyez sur le graphique du milieu les loyers chaque année qui ont été pris en compte. 51 000 €, 116 la première année de loyer. Et il augmente comme ça d'1,5% par an. Donc, la 15e année, les loyers s'élèvent à près de 63 000 €. On additionne tout ça, on actualise, et ça nous donne la valeur de l'usufruit, la valeur économique de ces loyers, soit 620 000 €. Donc, par déduction, la valeur de la nue propriété, 980 000 €, auquel on ajoute les honoraires investisseurs,
le prix de la nue propriété est donc fixé à 1 025 000 euros. Vous achetez 1 25 000 euros un bien qui en vaut 1,6 million, soit 36% de décote. Le cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, imaginez que ça s'arrête, je dis n'importe quoi, au bout de 10 ans, par exemple, le bien est libéré au bout de 10 ans, vous le récupérez non pas dans 15, mais dans 10 ans, 5 ans plus tôt que prévu. Vous allez à ce moment-là rajouter un complément. Ce complément, il part de la valeur résiduelle, ici 250 000 euros. 250 000 euros sur lesquels on abat 34%. Vous allez donc verser 165 000 euros aux ayants droit du vendeur, soit un gain supplémentaire pour vous de ici 85 000 euros, le fait que ça soit arrêté 5 ans plus tôt. Donc vous récupérez le bien 5 ans plus tôt et vous gagnez en plus 85 000 euros supplémentaires grâce à l'abattement qui est appliqué sur la valeur résiduelle. Ça vous revient à avoir acheté le bien 1 190 000 pour un bien qui vaut 1,6 million, peut-être plus dans 10 ans, peut-être 1,7 million, 1,8 million, et ce qui vous fait une décote sur 1,6 million de 28%, soit 3,4% de TRI, hors effet, encore une fois, de marché, hors fluctuation immobilière. Alors, Monetivia, investir avec Monetivia, nous, Monetivia, on est une société qui est spécialisée dans le démembrement de propriété. On est expert sur tous ces sujets de démembrement, spécialisé en immobilier et en ingénierie patrimoniale. On a inventé cette nouvelle façon d'investir en immobilier dans l'ancien avec le contrat Monetivia pour affranchir les investisseurs de toutes les contraintes du locatif traditionnel et pour échapper évidemment à la fiscalité sur les revenus fonciers. Et on a lancé donc le produit phare d'investissement en propriété dans l'ancien avec Allianz en partenaire exclusif. Pourquoi on investit en nue propriété? D'abord pour préparer sa retraite, pour se constituer du patrimoine. C'est un magnifique outil de constitution de patrimoine pour générer demain, à ma retraite, un revenu où je revendrai le bien et je prendrai ma plus-value et j'aurai un gros capital. Donc, c'est vraiment d'abord un outil de constitution de patrimoine. C'est aussi un moyen de donner, d'optimiser la succession, la transmission. Quand on donne la nue propriété, on écrase tous les droits sur l'usufruit. Donc, beaucoup d'investisseurs le font aussi pour donner tout de suite à leurs enfants un actif libre de droit. Ça peut être aussi un moyen, alors là, je suis beaucoup plus mesuré, mais je le précise sur un certain cas de figure, d'un usage futur, c'est-à-dire j'achète en nue propriété pour aller occuper le bien à terme. Alors, je vous le dis tout de suite, ne faites pas ça avec une logique de résidence principale, parce que nul ne sait où il en sera dans 10, 15, 20 ans. En revanche, sur des résidences secondaires, acheter des maisons sur les côtes, où on peut se dire, quand on est expatrié, par exemple, pour ma retraite, moi, je serais ravi d'avoir une maison, je ne sais pas, sur la Côte d'Azur, au Cap Ferret, dans le Pays Basque, ou en Bretagne, ou je ne sais où, et donc d'anticiper ça en achetant tout de suite un actif en nue propriété. En revanche, je déconseille d'investir en nue propriété en se disant j'achète pour moi dans 10 ou 15 ans, parce que, encore une fois, nul ne sait où il en sera dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans 15 années. Et en tant qu'expat, vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà, c'est aussi un investissement, évidemment, qu'on appelle souvent coffre-fort. C'est un type d'investissement qui est en plein essor en France. Il faut savoir que ça a beaucoup de succès dans ce contexte économique où les marchés sont extrêmement aléatoires et plutôt inquiétants, plutôt un climat un peu anxiogène. Placer son argent dans de la pierre avec de la décote qui fait de la performance, voilà, c'est clairement un type d'investissement coffre-fort. Voilà ce qu'on propose, tout type de choses en nue propriété. Vous pouvez acheter un bien en laissant un usufruit temporaire et récupérer à date. Vous pouvez acheter sous forme de contrat Monetivia, ce qui a été présenté ici, c'est-à-dire démembrement temporaire avec une assurance derrière qui vous couvre et qui laisse la possibilité à votre vendeur de rester dans les lieux. Vous pouvez aussi prendre plus de risques et dire, OK, moi j'achète la nue propriété et je laisse un usufruit à vie à mon vendeur. J'achète juste la nue propriété, je récupérerai le bien à son décès. Donc là, les calculs seront faits sur son espérance de vie. C'est des calculs économiques à partir de tables de mortalité.
Donc, ça s'arrête avant, bah, vous avez gagné. Ça s'arrête après, vous avez perdu. Votre TRI va se dégrader. On prend un peu plus de risques en faisant ce type de format-là. Mais on peut décliner différents types de formats lorsqu'on s'intéresse à la nue propriété, lorsqu'on investit en nue propriété. Un petit comparatif avec ce qui se fait dans le neuf, parce que ça existe dans le neuf, l'investissement en nue propriété. Alors, c'est dans le neuf des bailleurs sociaux qui font ça, c'est du logement social. Vous allez acheter la nue propriété d'un appartement qui est dans un immeuble loué et confié à un bailleur social qui va garder l'usufruit pour lui. Donc, le bien va être mis en location par le bailleur social. C'est du logement social, comme je disais. C'est du neuf, donc le neuf, c'est évidemment plus cher. Il y a la surcote du neuf à l'entrée. Là, vous êtes en investissant dans l'ancien, bah, vous êtes à la valeur de marché. Vous achetez, les calculs sont faits à partir de la valeur du bien de marché. Vous pouvez comparer ça assez facilement sur Internet. Maintenant, il y a beaucoup d'outils pour le faire. L'avantage de l'ancien aussi, c'est que les localisations sont beaucoup plus attractives parce que vous êtes intramuros. Le neuf, c'est des promoteurs qui sortent des immeubles, donc il y a un sujet foncier. On est souvent en périphérie des villes. Première, deuxième, troisième couronne. Ce qui fait que du coup, quand vous allez récupérer le bien derrière, il faut penser à la sortie si vous voulez revendre le bien ou le mettre en location. Quand on achète dans l'ancien, c'est du diffus. C'est des biens qu'on va de monsieur et madame tout le monde. Donc, vous allez acheter un bien en cœur de ville, que ce soit à Paris, à Nice, à Bordeaux, à Lyon ou dans n'importe quelle autre grande ville à forte densité en France. Donc, toujours penser quand on achète à la sortie, le jour où vous êtes propriétaire du bien, si vous voulez le mettre en location ou si vous voulez le revendre. Et puis, voilà, le neuf, c'est effectivement des programmes. Donc, c'est en bloc, c'est vendu en bloc. Donc, c'est ressorti en bloc. Tout le monde ressort en même temps. Quand vous récupérez votre bien, tout l'immeuble va être revendu ou remis en location par tous les nouveaux pleins propriétaires, anciennement nus propriétaires. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'investissement en nue propriété dans l'ancien. C'est effectivement une solution particulièrement adaptée aux expatriés. J'ai été moi-même expatrié il y a quelques années en Asie et ce type de choses, évidemment, je vois l'intérêt que ça peut avoir pour quand on est loin, quand on n'a pas de temps et qu'on a de l'argent à investir. Aujourd'hui, les expatriés, c'est 25% de nos investisseurs parce que pas de gestion locative, pas de flux financier avec les locataires en place. Et c'est un très bon moyen, effectivement, de préparer votre retour et de ne pas se laisser dépasser par le marché qui évolue et d'être, le jour où vous revenez, d'avoir un capital et que vous pouvez maximiser, vous pouvez revendre votre bien et avec ce capital, acheter le bien que vous aurez envie d'habiter, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'investissement en nue propriété dans l'ancien. Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, c'est de passer aux questions dans le chat. Alors, je me mets tout de suite sur le chat pour pouvoir commencer à répondre à vos questions. Et la première question, attendez, je vais juste agrandir le chat. Voilà. De Christine. Bonjour, est-il possible d'acheter plusieurs biens pour jouer la diversification? Alors, bien sûr, vous pouvez acheter en fonction de votre budget. Il faut savoir que investir en une propriété, ça va de 100 000 euros, 150 000 euros, on va dire, les plus petits biens, à plusieurs millions d'euros. Donc, il y en a pour tous les budgets. Si vous voulez vous faire un portefeuille avec je ne sais pas si vous avez 500, 600, 800, 1 million d'euros à investir, qu'on vous constitue un portefeuille, c'est évidemment possible pour diversifier dans différents endroits, différents arrondissements. Tout ça est tout à fait possible. Question de Paul. Bonjour, merci pour le webinaire. Comment payer le complément de prix en cas de décès prématuré? Alors, vous avez plusieurs moyens de le verser. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, la valeur des années restantes, des années résiduelles, donc des compléments, sont connus à l'avance puisqu'elles sont dans l'acte. Dans l'acte authentique, vous savez, en achetant un bien en nue propriété, en laissant 15 ans d'usufruit à votre vendeur, par exemple, vous savez combien valent les 14 dernières années, les 13 dernières, les 12 dernières, etc. Moins abattement,
c'est ce chiffre-là qui sera mis dans l'acte. Donc, vous connaissez à l'avance. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de revalorisation. Demain ou dans 5 ans, il n'y a pas de surprise. L'idée, c'est toujours la même. Hein. Vous soyez sécurisé, qu'il n'y ait pas d'aléa. Donc, si jamais vous deviez avoir à verser ce complément, soit vous avez les fonds, parce que vous connaissiez le montant à l'avance et que vous avez à côté, je ne sais pas, du financier des assurances vie, vous réglez ça. Deuxième possibilité, emprunter. Vous allez verser un complément qui va représenter, allez, maximum, je pense, 30-35% de la valeur du bien, puisque vous aurez déjà acheté la nue propriété. Et le maximum, c'est si ça devait subvenir, le décès devait arriver rapidement, et que là, vous deviez reverser vite ce montant, ce qui sera maximum 35%. Si tel est le cas, vous appelez votre banquier, vous dites, voilà, j'ai un bien qui vaut 100, est-ce que vous pouvez me prêter 35 pour un bien que je vais probablement mettre en location, ou si vous décidez de le conserver. Je pense qu'il n'y a absolument aucun sujet pour votre banquier de vous prêter pour financer 35%, 30%, 20%, 15% de la valeur du bien. Troisième possibilité qui s'offre à vous, et elle est souvent privilégiée par les investisseurs, c'est de revendre le bien. Beaucoup d'acheteurs disent, moi j'achète le bien 60 qui vaut 100, si jamais il y a une récupération prématurée, je revends le bien, je prends ma plus-value nette d'impôt et je recommence. Pourquoi plus-value nette d'impôt? J'achète 60, je dois remettre 10, j'ai payé 70, je revends 100 ou peut-être plus parce que le prix, le bien a augmenté. Prenons 100, toutes choses égales par ailleurs, j'ai gagné 30, les 30 sont dans ma poche et j'ai payé 0 impôt là-dessus. Donc, le principe de beaucoup d'investisseurs, c'est de dire, moi je place mon argent, le jour où je récupère, si je récupère prématurément, ben, j'aurai en plus une décote supérieure grâce à l'abattement qui est fait sur le complément. Je revends tout de suite, je prends ma plus-value et je recommence. Il faut savoir que vous avez 6 mois pour verser le complément, si complément il y a à verser, parce que récupération anticipée, vous avez 6 mois pour le verser à compter du jour où vous disposez du bien. C'est-à-dire pas à compter du décès, mais à compter du jour où vous avez les clés du bien et vous pouvez donc faire ce que vous voulez du bien. Et donc, ça vous laisse évidemment le temps de revendre le bien pour ceux qui le souhaitent. Alors, question suivante de Ursula Charpentier. Bonjour, quel type de biens proposez-vous? Peut-on les visiter? Alors, on propose tout type de biens à partir du moment où ils ont une valeur locative forte ou une valeur patrimoniale forte. On ne va jamais sélectionner de biens qui sont dans la pampa ou des mauvais pavillons, des maisons Phoenix, pour ne pas les citer, ou dans des barres d'immeubles, ça jamais. On va sélectionner toujours des biens qui ont une logique d'investissement sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils sont intramuros, ils ont une valeur locative très forte. On sait que quand vous récupérez le bien dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous le remettrez en location sans problème, ou vous le revendrez sans problème parce qu'il a une liquidité forte eu égard à sa localisation. Donc, on sélectionne ce type de biens. Et est-ce que vous pouvez les visiter? Bien sûr. Tous les biens qu'on propose sont visitables. C'est l'avantage de l'ancien. Quand on achète dans le neuf, on achète sur plan. Quand on achète dans l'ancien, le bien existe et on peut évidemment aller visiter. Question de Boutena Noël. Bonjour, dans le cas d'une perte d'autonomie et d'un placement en maison de retraite, que se passe-t-il? Merci. Si jamais votre vendeur doit quitter les lieux pour ce type de raison ou d'autres, deux choses s'offrent à lui, deux solutions s'offrent à lui. La première, c'est comme il a l'usufruit du bien. Quand on est usufruitier, on peut mettre le bien en location et percevoir les loyers. Donc, votre occupant, s'il lui reste 5 ans d'usufruit dans le bien et qu'il doit partir, il peut mettre le bien en location. Pour ça, il est obligé, c'est prévu à l'acte, de passer par un professionnel, c'est-à-dire par Monetivia, par un professionnel de l'immobilier choisi par les deux parties, usufruitier et nu propriétaire, pour assurer évidemment aux deux parties que le locataire qui sera mis en place sera mis à un loyer de marché, aura toutes les cautions et sera solvable. Donc, c'est un professionnel seulement qui pourra mettre le bien en location. Ça, c'est la première solution qui s'offre à l'usufruitier. Deuxième solution, c'est qu'il vous appelle et il vous dit voilà, bonjour, je vais quitter le bien, je ne peux plus rester dedans. Est-ce que ça vous intéresse? C'est un complément qui est prévu à l'acte en cas de récupération anticipée
suite au décès, à l'extinction de l'usufruit, bah, si vous voulez, au complément, je vous libère le bien. Et si ça vous intéresse, c'est vous qui décidez. Si ça vous intéresse, vous dites, OK, je verse le complément et je récupère le bien plus tôt. Et donc là, vous prenez le gain supplémentaire, eu égard à l'abattement sur le complément, et vous récupérez le bien plus tôt. Voilà le type de choses qui peuvent se produire. Question de Suzanne Le Mercier. Bonjour, si on veut prendre plus de risques, est-il possible de laisser un usufruit à vie au vendeur? Oui, absolument, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour ceux qui ont un peu plus d'appétence au risque, vous pouvez acheter la nue propriété d'un bien et laisser un usufruit à vie à votre vendeur. Si y a décès prématuré par rapport au calcul et aux durées escomptées, vous n'aurez rien à remettre. En revanche, si ça dure plus longtemps que prévu, et voire beaucoup plus longtemps que prévu, là, c'est vous qui prenez votre risque, vous ne serez pas couvert par une assurance et vous n'aurez donc pas d'indemnité mensuelle qui vous sera versée. Question de Frédéric Hoffman, y a-t-il un âge minimum pour le vendeur senior en cas de revente avant 30 ans? Plus-value du bien est-elle fiscalisée? Alors, y a-t-il un âge minimum pour le vendeur senior? Alors, si le vendeur veut se laisser la possibilité de pouvoir rester dans le bien au-delà de l'usufruit qui est fixé au départ, l'usufruit temporaire, si on dit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, s'il veut se laisser une possibilité de rester plus loin en souscrivant l'assurance, car c'est lui, hein, c'est bien l'usufruitier qui paye l'assurance pour couvrir le nu propriétaire, cet usufruitier, à ce moment-là, doit avoir effectivement à minima 70 ans hein, pour faire l'opération de vente en nue propriété. Donc ça, c'est l'âge minimum de l'usufruitier, 68, on va dire 68, 69 ans. Après, s'il vend la nue propriété et qu'il garde un usufruit temporaire sans se laisser la possibilité de rester dedans derrière, faire ça sur une résidence secondaire, faire ça sur un bien locatif, par exemple, là, il n'y a pas d'âge. Il peut avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, puisque de toute façon, il va rendre le bien au terme de l'usufruit temporaire. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi des biens avec des vendeurs qui sont beaucoup plus jeunes, qui monétisent, entre guillemets, leur bien immobilier en disant je vends la nue propriété et je conserve un usufruit de 10 ans ou de 15 ans dedans, parce que je veux l'habiter, parce que je veux le louer, parce que je veux faire ce type de choses. En cas de revente avant 30 ans, plus-value du bien est-elle fiscalisée? Alors là, je pense que vous faites allusion aux 22 et 30 ans de détention d'un bien qui ne soit pas la résidence principale. La manière dont ça va se passer, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si vous achetez un bien 600 000 € qui vaut 1 million d'euros, la plus-value va être comptabilisée à partir d'1 million d'euros. Hein, votre décote est bien totalement défiscalisée. Et donc, en fonction des années de détention, ben oui, si c'est 22 ans ou si c'est 30 ans, vous allez payer la plus-value, la fiscalité qui est prévue en fonction des années de détention. Mais à partir d'1 million et non pas à partir de la valeur de la nue propriété. Donc, et sachant que le compteur tourne à partir de la date d'acquisition de la nue propriété. Donc, si vous partez sur 15 ans, quand vous allez récupérer le bien dans 15 ans, vous avez déjà passé 15 années pour calculer la fiscalité. Pourquoi le vendeur accepte-t-il de payer une assurance au bénéfice de l'acheteur? Question d'Eva. Tout simplement parce que le vendeur se laisse une double possibilité. La première possibilité, c'est de rester plus longtemps dans le bien par rapport au contrat qui est prévu, c'est-à-dire à l'usufruit temporaire et donc la date d'échéance à laquelle il est censé libérer le bien. Il souscrit cette assurance, paye cette assurance pour se couvrir et protéger l'investisseur d'une non-récupération du bien et lui, vendeur, de pouvoir rester plus longtemps dans le bien parce que cette assurance va indemniser l'acheteur. Mais il le fait aussi parce qu'il le voit comme une prévoyance. Pourquoi une prévoyance? Parce que si le vendeur qui a souscrit cette assurance, au terme de l'usufruit, décide de quitter le bien, quitte le bien, je rappelle qu'il aura au moins 92 ou 93 ans, à ce moment-là, c'est lui qui récupère l'indemnité assurantielle. Hein. Donc il le voit comme une prévoyance, il le voit comme un revenu pour ses vieux jours, pour financer sa maison de retraite ou son EHPAD éventuel. Cette assurance est automatiquement déclenchée sur la vie du vendeur au terme de l'usufruit. Hein. L'usufruit se termine
à ce moment-là, si le vendeur est en vie, l'assurance s'enclenche, elle est versée à l'acheteur si le vendeur reste dans les lieux, mais si le vendeur quitte les lieux, l'acheteur récupère le bien et le vendeur, lui, senior, récupère l'assurance, l'indemnité qui est versée tous les mois et qui lui finance sa maison de retraite. Donc l'idée, c'est vraiment un contrat parfaitement équilibré et qui protège les deux parties, à la fois l'acheteur, vous, acheteur, en achetant la nue propriété sur une décote, une durée qui est déterminée, et si ça s'arrête après, vous êtes couvert par cette assurance, et qui protège aussi le vendeur, qui sait que lui qui a payé l'assurance, si jamais il quitte, comme c'est prévu au contrat, il quitte au terme de l'usufruit, ben, il ne perd pas l'assurance. L'assurance lui revient et ça finance sa maison de retraite. Question de... attendez, question de Corbière. Y a-t-il de nombreuses offres de biens en nue propriété? Où consulter ces offres? Eh bien, tout simplement sur le site que vous devez voir s'afficher. Non, il ne s'affiche pas là sur le, sur le slide, mais vous pouvez passer par le... En tout cas, allez sur le site de Monetivia, monetivia.com. Vous allez côté acquéreur, je suis acquéreur. Vous verrez une sélection de biens, la sélection du moment, sur lequel vous pouvez voir le type de bien que vous pouvez acheter en nue propriété. Question de Sébastien, que se passe-t-il lorsque l'on achète le bien, il est en bon état, mais que lorsque l'on le récupère, il s'est dégradé du fait du locataire? Y a-t-il un état des lieux de départ qui protège à l'arrivée? Alors, réponse immédiate sur la deuxième question. Oui, il y a un état des lieux, évidemment, qui est fait au moment où vous allez acheter la nue propriété du bien, hein, et qui figure à l'acte, évidemment, en annexe. Vous allez évidemment récupérer le bien dans son état, c'est-à-dire qu'il n'est pas remis à neuf. C'est comme si vous aviez laissé 15 ans un locataire dans le bien, et vous récupérez le bien le jour où le locataire s'en va. À la différence que là, ce n'est pas 15 années de location, hein, où là, effectivement, vous pouvez être amené à récupérer un bien qui va nécessiter, ou qui aura déjà nécessité dans la location que vous fassiez des petits menus travaux ou des petits travaux de rénovation. Et qui, en général, à la fin, nécessite, oui, un vrai rafraîchissement et une vraie rénovation. Là, vous avez quelqu'un qui est attaché au bien. Donc, quand vous allez acheter la nue propriété du bien, quand vous allez visiter le bien, il y a fort à parier que vous allez récupérer le bien avec, évidemment, l'usure naturelle sur les années d'un bien qui est occupé, mais peu ou prou dans le même état, sachant que si la personne qui a vendu la nue propriété a, au moment où vous achetez le bien, son appartement impeccable, il n'y a aucune raison qu'avec plus d'argent, il le dégrade ou il le rende en moins bon état 10 ans ou 15 ans après. On voit d'ailleurs beaucoup de nos vendeurs, la première chose qu'ils font lorsqu'ils ont vendu la nue propriété, c'est qu'ils font des petits travaux dans l'appartement. Ils le repeignent, ils changent les rideaux, ils changent des choses dans leur salon, ils refont de la déco. Ça arrive assez fréquemment. Donc, tout ça pour dire que oui, vous allez récupérer le bien dans l'état dans lequel il est le jour où il est libéré. Il n'y a pas de remise en état qui est faite, mais la logique, c'est que vous le récupériez normalement, à part évidemment l'usure naturelle d'une occupation sur des années, peu ou prou dans l'état dans lequel vous l'avez laissé au moment où vous l'avez acheté. Question de Sonia, le prix de départ avant la décote est-il négociable? Comment estimer les gros travaux avant l'achat? Y a-t-il une possibilité de les réduire au maximum? Alors, le prix de départ avant la décote, vous avez déjà la décote. Donc, déjà, vous achetez le bien avec une forte décote qui correspond donc à ces loyers qui vous sont prépayés. Est-ce que c'est négociable? Je serais tenté de vous dire non. Dans l'immense majorité, il n'y a pas de négociation pour une raison simple, c'est qu'on part à chaque étage de la valeur de marché. La valeur du bien qui est une valeur de marché, il n'y a pas de surcote, il n'y a pas de décote, on part de la valeur de marché. Il y a un avis de valeur qui est fait, hein, il y a un département immobilier de Monetivia fait son travail d'estimation en produisant un avis de valeur et détermine la valeur du bien de marché. Suite à ça, on fixe le loyer du bien qui correspond au bien. C'est ce loyer qu'on va déduire. Ensuite, il ne faut pas que vous oubliez que le vendeur va lui souscrire une assurance pour vous couvrir, vous acheteurs. Tout ça fait que les calculs sont calés pour coller au marché et donc ce qui rend la négociation peu envisageable. Maintenant, on est dans une opération de gré à gré entre un vendeur et un acheteur
Et c'est évidemment le vendeur qui décide si, par rapport à ce qui a été décidé au départ, il est prêt à faire un petit effort, c'est de son ressort. Comment estimer les gros travaux avant l'achat? Comme je vous le disais, ils se réduisent véritablement à la structure et à la toiture, c'est-à-dire tout ce qui intéresse l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Donc, c'est très, 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 très réduit, hein. On est dans l'ancien, on n'est pas dans le neuf, on est dans l'ancien. Les murs, ils ne bougent plus au bout de 30 ans. Donc, le seul poste, j'ai envie de dire, de gros travaux éventuels, c'est la toiture qui se change tous les 50 ans. Donc, ça, c'est un truc à regarder effectivement quand on achète un bien. Mais sinon, sur 10-15 ans, très franchement, il y a très, très peu de choses à envisager. Question de Bruno. Comment s'assure-t-on que le bien est correctement entretenu? Qui vote en AG de copropriétaire, par exemple? Alors, d'abord, je répète juste très rapidement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Quand vous achetez votre bien, l'état dans lequel il est dit déjà beaucoup de la façon dont l'occupant en prend soin, hein. S'il est en bon état, il n'y a aucune raison de penser que soudainement, alors que le vendeur a voulu y rester et a plus d'argent, soudainement, il souhaite le dégrader ou ne plus en prendre soin. Vous avez des droits de visite qui sont prévus à l'acte, hein, qui vous permettent d'aller voir dans quel état est l'appartement tous les ans ou tous les 2 ans. Vous avez l'AG, sachez que sur les grosses réparations, c'est vous qui votez, hein. Votre usufruitier que vous nommez en tant que mandataire qui va aller à l'Assemblée générale, mais vous pouvez y aller si vous le souhaitez aussi. Mais en général, les investisseurs préfèrent que ce soit l'usufruitier qui y aille. L'usufruitier vote sur les charges de copro classiques, mais c'est vous il doit appliquer votre vote s'il y a des votes au titre des grosses réparations. S'il n'applique pas votre vote, c'est lui qui paye. Donc, vous êtes totalement protégé de ce point de vue-là. Donc, avec le droit de visite, et évidemment, vous recevez tous les PV d'AG et les différentes informations concernant le bien chaque année. Que se passe-t-il, question d'Alice, si la famille de l'usufruitier ne veut plus rendre l'usufruit après le délai? On ne peut pas vendre le bien. Alors, la famille de l'usufruitier ne veut plus rendre l'usufruit. Si l'usufruit n'existe plus, il n'y a pas d'usufruit à rendre, puisque, de fait, mécaniquement, vous êtes devenu plein propriétaire du bien. Donc, il n'y a plus de droit réel détenu par qui que ce soit dans la famille du vendeur. Le vendeur, lorsqu'il vend la nue propriété, c'est lui qui détient l'usufruit, et l'usufruit va s'éteindre à son décès, automatiquement. Il n'est pas accessible. Donc, ce cas de figure ne peut pas se produire. Voilà, j'arrive au bout des questions. On me dit qu'on arrive au bout de ce webinaire. Je vous remercie donc beaucoup de votre participation à tous. Si vous aviez la moindre question ou si une des questions que vous aviez posées n'avait pas été traitée, elle le sera, ne vous inquiétez pas, à travers un email qui vous sera envoyé suite à cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à passer par le site de Monetivia, contact@monetivia.com, pour poser des questions, ou si vous avez des projets d'investissement dans ce domaine. On sera absolument ravis de pouvoir répondre et vous accompagner sur ces sujets-là. Et puis, sachez aussi, et dernier point, que cette vidéo vous sera envoyée à vous tous, participants, et ceux qui s'étaient inscrits, qui n'ont pas pu participer, vous sera envoyée par l'Union des Français de l'étranger dans, je crois, tous les 48 heures. Voilà. Merci à vous tous pour votre participation et à très bientôt.